Bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette webconférence qui démarre un parcours que nous avons souhaité avec mon réseau cancer du poumon, qui est un mois dans le cadre de Novembre Pearl, dédié justement à l'information sur le cancer du poumon. Donc ce cancer du poumon qui est aujourd'hui le deuxième en incidence chez les hommes après le cancer de la prostate. Le deuxième, troisième chez la femme après le cancer du sein et qui connaît de nombreuses révolutions actuellement en termes de traitement, en termes de dépistage, beaucoup de nouveautés. Donc ça, le docteur Chantal de Croisette, qui est pneumo-oncologue au CH de Annecy-Genevois, nous fera un point là-dessus sur les innovations 2022. Bonsoir, docteur de Croisette, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Et ensuite, donc, nous aurons le plaisir d'échanger avec Mika, qui est patient de mon réseau cancer du poumon, Laure et également encore Chantal, et peut-être Ludovic qui nous rejoindra. Donc, ces personnes ont développé un outil essentiel sur l'immuno, car on verra que l'immuno maintenant détient une place de plus en plus importante dans le traitement des cancers du poumon. Donc, je ne vais pas vous déflorer le sujet tout de suite. Ça sera pour la deuxième partie de l'émission. Merci infiniment d'être là, toujours plus nombreux. Et alors, cette webconférence est la première d'un programme de 4 webconférences dont je vous donne les titres et vous aurez les liens en fin de session. Donc, le 21 à 18h, c'est comment reprendre son souffle. C'était une demande de la part des patients par rapport à tout ce qui était essoufflement, BPCO, etc. Le 28, le retour au travail, un nouvel enjeu. Et le 29, on terminera avec le support psychologique à la fois pour les hommes et pour les femmes avec Monsieur Di Falco. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Et Laure, est-ce que tu veux dire un mot ? Eh bien, bonsoir, bienvenue à tous pour cette webconférence. On est absolument ravis de vous proposer ces rendez-vous pour ce mois de sensibilisation au cancer du poumon. Je voulais juste rappeler, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas bien, que mon réseau cancer du poumon, ça a été créé en 2017, qu'on est de plus en plus nombreux sur ce réseau, à la fois comme patients concernés par un cancer du poumon ou comme proches. C'est très important parce qu'on a aussi beaucoup de proches qui viennent chercher des infos, du soutien, pour pouvoir accompagner. Souvent, c'est un papa ou une maman malade qui n'est pas forcément très connecté, ou un conjoint, une compagne qui n'a pas envie. Et finalement, je crois qu'il ne faut pas oublier ce soutien aux proches, à la fois par l'information et les échanges. Et sur ce réseau qui vit avec donc de nombreuses personnes qui s'y impliquent au quotidien, mais tout notamment Mika qui est avec nous ce soir, et puis Leslie, toutes deux donc qui sont co-responsables de mon réseau cancer mon réseau cancer du poumon, pardon. Du coup, c'est un très gros travail d'équipe. C'est l'occasion de leur dire merci et de vous souhaiter une très bonne soirée. On est ravis d'avoir le docteur Chantal de Croisette qui va nous donner donc les messages clés de l'année 2022, parce qu'il y a une chose qui est certaine et qui est compliquée d'ailleurs pour nous en tant qu'association, c'est que ça bouge à toute vitesse dans les cancers du poumon. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une bonne nouvelle, mais ça nous impose et on est ravis de faire le point régulièrement et notamment avec vous ce soir, docteur de Croisette. Merci beaucoup, Laure. Écoutez, je suis ravie d'être là ce soir. Je voulais tout d'abord vous remercier, remercier l'association Mon Réseau Cancer du Poumon, remercier aussi Oriane Noir Dis-moi Santé pour me faire confiance encore une fois pour cette émission. Je suis vraiment ravie, je soutiens énormément tout ce type d'initiatives qui nous permettent, nous, aux soignants, d'être encore plus proches des patients et de leurs aidants. Et qui permettent à tous en fait de cheminer dans ce parcours de soins difficile qui est celui du cancer du poumon. Alors vous m'avez posé une question qui était: quels sont vos coups de cœur 2022 sur les avancées thérapeutiques et environnementales du cancer du poumon? Alors j'ai eu envie de vous répondre 3 choses. La première, c'est que enfin en 2022, l'HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, a reconnu
l'importance des initiatives autour du dépistage du cancer du poumon. Comme vous le savez, en France, on a 2 cancers qui sont dépistés à grande échelle. Ce sont des dépistages de masse, le cancer du sein. Et donc, vous recevez la convocation pour la mammographie à partir d'un certain âge, 50 ans si je ne me trompe pas, pour aller faire la mammographie, prise en charge par la sécurité sociale. Et le deuxième cancer que l'on dépiste de masse, c'est le cancer du côlon. Donc, vous recevez également des documents de l'assurance sociale pour vous demander d'aller faire ce dépistage pris en charge par la société. Et le poumon, comme l'a dit Oriane au début, c'est le deuxième cancer en fréquence dans le monde. Et il n'y a pas eu d'initiative, en fait, jusqu'à présent sur le dépistage. Et la communauté scientifique a été extrêmement heureuse cette année, puisque pour la première fois, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, a soutenu officiellement toutes les initiatives médicales autour de ce dépistage. Mais attention, ça n'est pas un dépistage de masse. Les initiatives sont des dépistages ciblés. D'accord? Donc, en fait, ils nous disent, à nous, professionnels de santé, si vous avez des programmes et des études, des projets de dépistage à développer en France, faites-le, nous allons les soutenir à notre échelle, à l'échelle, on va dire, ministérielle, entre guillemets. Et pour la première fois, on fait un focus sur ce dépistage. Alors, vous allez me demander le dépistage, mais qui est concerné? Comment je fais demain si je veux envoyer mon frère, mon père se faire dépister? Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment. C'est déjà hyper important d'en parler à votre généraliste en disant, voilà, moi, je fume depuis tant d'années, j'ai tel âge, est-ce que vous pensez que je peux rencontrer un pneumologue, parce que le dépistage ciblé doit être quand même réalisé par des équipes spécialisées, donc des pneumologues, pour pouvoir au moins discuter si j'ai le droit, entre guillemets, d'avoir un scanner de dépistage. Il y a des programmes qui sont en cours, qui existent, donc rapprochez-vous de vos médecins généralistes qui vont vous aiguiller vers les pneumologues qui participent à ces programmes de dépistage dits ciblés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des scanners à des patients dits à risque, à savoir à partir d'un certain âge. Dans les études, c'est en gros au-delà de 50 ans. Il y a 2 grandes études mondiales qui ont démontré l'intérêt du dépistage. Sans vous noyer dans les chiffres, il y a une étude américaine qui l'avait démontré sur plus de 50 000 personnes. Et puis là, un peu plus récemment, une étude néerlandaise et belge, c'est l'étude Nelson, qui a fait beaucoup de bruit et qui a démontré sur plus de 15 000 personnes l'intérêt de ce dépistage parce qu'on réduit la mortalité par cancer du poumon. Et ça, il y a ces 2 grandes études, NSLT et Nelson, ont démontré scientifiquement que ça valait le coup de dépister nos patients au-delà d'un certain âge et avec une certaine consommation de tabac. Donc, des programmes en France existent. Vous pouvez y participer et je crois qu'il faut vraiment déjà en parler, c'est déjà beaucoup. C'est vrai que si on fait la démarche individuelle de se dire bah ouais, je tel âge et je fume depuis déjà 20 ans ou 15 ans ou 30 ans, d'y penser déjà puis d'en parler à votre médecin, c'est déjà un grand pas, je trouve, en avant. Donc ce dépistage a été pour moi ciblé, un grand coup de cœur parce que je me suis dit enfin on va faire du bruit autour de ce thème. Ensuite, dans le cancer du poumon, vous le savez, on a connu depuis quelques années une véritable révolution. Ça va très très vite, Laure l'a bien dit. Et il faut vraiment... c'est porteur d'un espoir immense. Et puis pour nous soignants, c'est absolument génial parce qu'on arrive à mener les patients vers des réponses qui sont très longues et avec des qualités de vie tout à fait exceptionnelles. Il y a eu 2 grandes classes de médicaments qui ont révolutionné le cancer du poumon. C'est l'immunothérapie et les thérapies dites ciblées, c'est-à-dire des comprimés qu'on prend ou parfois des perfusions qui ont pour but de bloquer une anomalie moléculaire située sur le cancer. Donc, ces 2 grandes familles de traitements sont venues enrichir le traitement du cancer du poumon avec la chimiothérapie. On connaissait la chimio depuis très très longtemps et puis depuis exactement 2014-2015, on a ces 2 grandes familles en plus. Donc, en immunothérapie, c'est le grand buzz, que ce soit dans le cancer du poumon ou dans d'autres cancers.
On est en train de vivre la révolution de l'immunothérapie. Cette immunothérapie, on va l'avoir à disposition dans tous les stades de la maladie. Et en 2022, il y a eu des études primordiales qui ont démontré que l'on allait pouvoir le faire en préopératoire. Et puis, il y a d'autres études qui sont plus ou moins concordantes et qui vont nous permettre probablement dans un avenir proche de l'utiliser en post-opératoire. D'accord? Donc, du coup, cette immunothérapie, elle va être présente dans tous les stades de la maladie. Au stade avec des métastases, qui malheureusement constituaient la grande partie de nos malades, mais également au stade qu'on dit périopératoire, donc les stades dits précoces. Donc, il y a des niveaux de preuve qui deviennent de plus en plus importants sur le positionnement de ces molécules sur ces stades dits précoces. Donc, ça, et notamment en préopératoire, les preuves s'accumulent sur l'utilisation de la chimio-immuno en préopératoire. Ça a été un des coups de cœur de 2022. Et puis, enfin, je voudrais finir par les thérapies ciblées. Alors là, ça a été un coup de cœur où il y a eu aussi beaucoup de frustration. On en a beaucoup parlé et entre nous soignants parce que, vous le savez, le cancer du poumon est de mieux en mieux connu sur ses caractéristiques. C'est-à-dire que, notamment dans les cancers du non-fumeur ou du tout petit fumeur ou du jeune, ça n'est pas du tout le même cancer que le cancer du gros fumeur. On apprend à connaître les caractéristiques de ces cancers très particuliers et on découvre des voies qu'on dit d'addiction oncogénique qui sont des anomalies moléculaires pour lesquelles on a à disposition des thérapies orales ciblées. Et ce démantèlement moléculaire, cette connaissance du cancer du poumon devient de plus en plus riche avec de plus en plus de voies d'anomalies moléculaires que l'on comprend et contre lesquelles on va mettre des produits, des molécules. Et pourquoi la frustration? C'est qu'en France, vous savez, pour que les médicaments qui sont découverts nous arrivent jusqu'à nous, ils passent des étapes administratives qui sont longues, en France particulièrement longue par rapport à d'autres pays tels que les États-Unis ou d'autres pays où le système où les autorisations vont plus vite. Et en France, nous n'avons pas accès à certaines molécules qui le sont dans d'autres pays parce que les remboursements n'ont pas été autorisés par les instances officielles françaises. Donc, on fait partie de l'Europe. Il y a des AMM, des autorisations de mise sur le marché européennes par la société en fait, l'organisme qui donne les autorisations de mise, les AMM, les autorisations de mise sur le marché. Vous pouvez avoir une autorisation européenne, mais ne pas avoir à disposition en France parce que les autorités sanitaires jugent que le bénéfice n'est pas assez suffisant ou que les conditions ne sont pas encore totalement là pour rembourser ces médicaments. Et donc, il y a eu certaines situations cette année qui nous ont révoltés, enfin, c'est un mot un peu fort, mais si on était extrêmement triste de ne pas pouvoir proposer à nos patients certaines molécules que les voisins avaient. Et grâce à des associations de patients telles que Mon Réseau Cancer, on a écrit, il faut le savoir, il y a eu des lettres qui ont été faites auprès des instances administratives françaises pour pouvoir accéder à certaines molécules qui, nous, en tant que scientifiques et médecins, nous semblaient absolument primordiales pour des patients qui souvent, certes, ne sont pas très nombreux parce que l'anomalie moléculaire est très rare, mais tout de même, lorsque nous découvrons cette anomalie et qu'on ne peut pas proposer ce traitement, c'est extrêmement difficile à accepter en fait, pour nous, en tant que médecin. Et donc, du coup, voilà, ça a été un peu un coup de gueule, on va dire coup de cœur, enfin oui, il y a eu des coups de cœur et il y a eu des coups de gueule. Et ben ça a été un coup de gueule et je remercie encore Laure et toute l'association pour le courrier qui est parti, qui était extrêmement bien rédigé
Et c'est grâce à des initiatives comme ça que je pense qu'on peut faire bouger les choses. Parce que nous, médecins, on peut dire en tant que, voilà, que médecins, société savante, etc., que on est étonné de ce type de décision, mais je crois que si tous ensemble on fait ce genre d'initiative, ça peut faire bouger les lignes auprès de nos décideurs. Voilà, donc de grands espoirs en 2022, encore et encore. En 2021, on avait été déjà gâtés, mais en 2022, ça continue sur tous ces axes-là d'immunothérapie, de thérapie ciblée. Et encore une fois, ce dépistage, je crois qu'il faut vraiment sensibiliser l'opinion publique sur l'utilité de ce dépistage dit ciblé. Encore une fois, on part sur un dépistage ciblé, mais déjà, si on arrive à cibler les bons patients et les sensibiliser à accepter cela, on aura déjà fait un pas en avant, ma chère Laure. Voilà ce que je peux dire en introduction. Alors, merci beaucoup, docteur de Croisette, pour ces grands coups de cœur sur ces innovations. Vous pouvez poser vos questions si vous souhaitez dans l'onglet dédié. Moi, j'en avais une première quant au dépistage. Il y a plusieurs programmes, hein, donc vous avez bien dit, il faut se renseigner, puisque en fonction des ARS, il y a différents programmes qui se mettent en place un peu partout en France. Mais il y en a un, nous, qui nous a aussi pas mal interpellés. C'est un programme qui est proposé sur plusieurs régions aux femmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de la situation particulière, entre guillemets, de l'épidémie du cancer du poumon chez la femme, et pourquoi un programme dédié? Pourquoi un problème dédié pour les femmes? Alors, il y a une étude qui a été publiée cette année, qui est l'Observatoire des centres hospitaliers généraux. C'est une étude qui s'appelle KPB 2020. On avait déjà fait une première étude en 2000, puis après en 2010, et puis maintenant, 20 ans plus tard, 20 ans après la première, KPB 2020 nous donne le visage d'un peu plus de 10 000 patients porteurs de cancer du poumon qui ont été traités dans les centres hospitaliers dits généraux. Et cette étude donne des informations sur le visage du cancer du poumon absolument édifiantes. On a de plus en plus de non-fumeurs, on le savait déjà ces dernières années. On a de plus en plus de jeunes et on a de plus en plus de femmes. Et donc, de ce fait, cette population particulière que sont les femmes, qui représentent une bonne proportion des non-fumeurs, est une proportion de nos patients tout à fait à part. Et effectivement, comme tu l'as dit, Laure, il y a un programme national pour dépister les cancers du poumon des femmes qui existe dans plusieurs villes. Ce sont des études, hein, ce sont des essais, c'est très encadré. Par exemple, ici, le centre référent et qui fait cette étude, c'est Grenoble pour moi, sur l'arc alpin. Et donc, si je veux envoyer mes patients dans cet essai, eh ben, je les réfère à Grenoble. Et pourquoi c'est important que ce soit encadré dans un essai, dans une étude, hein, dans une étude clinique, parce que ça nous permet de colliger un maximum d'informations et surtout de cadrer les scanners, le rythme des scanners et dans le temps. Hein. Donc un dépistage, il se fait avec des scanners dits de basse irradiation, c'est des scanners qui irradient pas beaucoup et les coupes se font tous les tant de millimètres et il se fait à un certain rythme. Par exemple, une fois par an ou pendant 3 ans, et puis ensuite à 2 ans, à 2 ans plus tard, à 5 ans, etc. Donc, l'étude permet de cadrer le rythme, et comme ça, tout le monde a la même chose, et on sait exactement ce qu'on fait, et on glane les informations année après année. Voilà. Donc, pourquoi les femmes, c'est important? Parce qu'effectivement, ce sont elles, probablement, qui ont le plus de cancer du non-fumeur. Et il y a eu des études qui n'ont pas tout à fait abouti pour comprendre pourquoi nous, les femmes, on serait peut-être un peu plus fragiles par rapport au cancer du poumon du non-fumeur. Est-ce qu'il y a une voie hormonale? Est-ce qu'il y a une voie d'exposition environnementale à laquelle nous sommes exposés plus que les hommes?
Il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup d'études et peu de réponses au final, aujourd'hui, en 2022. Donc, du coup, oui, il y a des initiatives à la fois régionales, des initiatives nationales pour ce dépistage et notamment cette étude nationale qui a commencé il y a un petit moment déjà pour les femmes qui ont eu fumé un certain temps et qui ont un certain âge. Voilà. Du coup, j'ai remis le lien là d'une actualité qu'on avait mise sur cette étude. C'est une cascade. Voilà, oui. si les personnes veulent le retrouver. Oui. Et alors, Chantal, pardon. Vas-y. Chantal, vous évoquiez le changement un peu du visage du cancer du poumon. Et quand on a préparé l'émission, vous nous avez parlé beaucoup du buzz dans les coups de cœur, le buzz sur la pollution. Il y a eu le grand congrès européen à Paris cette année, où tous les chercheurs du monde entier viennent présenter leurs résultats. Et il y a eu des résultats sur une étude sur la pollution, l'impact de la pollution. Et donc, vous pourriez nous faire un point, s'il vous plaît. Oui, il y a eu ce buzz, effectivement, c'était en septembre. Le Congrès européen de cancérologie se tenait à Paris et en session plénière, il y a eu des résultats qui ont été démontrés sur l'exposition aux particules fines et l'induction du cancer du poumon par cette exposition environnementale d'inhalation de microparticules et qui génère de l'inflammation avec certaines voies de l'inflammation qui sont activées et qui, chez certaines personnes peut-être plus fragiles, entre guillemets, que d'autres par rapport au processus cancéreux, ils vont développer un cancer du poumon par l'exposition environnementale. Alors ça a été aussi un des coups de cœur et ça a été très médiatisé. Vous avez dû voir passer les articles dans Le Monde, dans tous les grands journaux nationaux, parce que pour la première fois, on démontre sur le plan, on va dire, fondamental que oui, l'inhalation de microparticules génère certains processus qui vont générer le cancer. On connaissait le tabac, on le savait, c'est 90% de nos cancers du poumon. On savait aussi, par exemple, un gaz qui est émis dans les pierres, qui est le radon, ça aussi, ça a été démontré. Mais la pollution, il n'y avait jamais eu de grande étude de la sorte pour le démontrer par A plus B. Et cette étude a fait beaucoup parler d'elle. Et effectivement, nous, pneumocancérologues, on a été très contents que ce soit enfin démontré et que on puisse effectivement peut-être faire bouger sur d'autres. Après, on est sur des niveaux de sensibilisation de santé publique et qu'on puisse agir à une période où on parle beaucoup d'écologie, de réchauffement de la planète, de ce genre de choses, de qualité de l'air. Je crois que c'était vraiment super d'avoir ces résultats-là à Paris en 2022. Donc effectivement, l'inhalation de particules fines entraîne chez certains patients un excédent, une augmentation du risque de cancer du poumon et de la survenue du cancer du poumon. Ça avait été aussi démontré chez des patients qui sont exposés professionnellement, par exemple, les gens qui travaillent dans des garages, des veilleurs de nuit dans les garages souterrains, etc., qui sont exposés à tous ces gaz d'échappement et qui font des cancers alors qu'ils n'ont jamais fumé. Voilà. Voilà, donc c'est important de retrouver tous ces messages. Je vais mettre là aussi 2 liens. Je vais vous mettre un lien qui reprend justement un des articles qui présentait ces résultats de l'ESMO. Et puis, c'est l'occasion de souligner, on va nous en parler, on en parle déjà sur nos réseaux sociaux, mais on va le présenter un peu plus sur mon réseau cancer du poumon cette semaine. On participe notamment avec Leslie qui nous écoute ce soir et toute une équipe qui s'étoffe à un groupe d'associations européennes qui s'appelle Lung Cancer Europe. Et en fait, actuellement, donc courant novembre, il y a une grande campagne, la même dans toute l'Europe. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'elle va elle va permettre de faire circuler aussi
les messages pour les personnes qui sont ou qui ont été fumeuses, les messages aussi de sensibilisation aux personnes qui ne sont pas fumeuses mais qui pour autant peuvent être concernées. Donc, qu'est-ce qui doit nous alerter, quels symptômes, etc. Donc, ça s'appelle Get Checked. Et donc, en fait, c'est décliné sur plein de thématiques d'information. Et pour finir, je voulais vous poser une question, docteur de Croisette, sur on a compris, et puis on peut retrouver sur le réseau d'autres conférences auxquelles vous avez participé, avec d'autres médecins aussi, sur les cancers du poumon. On voit bien donc qu'il y a plein de sous-segments, plein de familles, avec plein de noms un peu compliqués au début quand on tombe malade. Et du coup, il y a un vrai enjeu. Vous parliez de l'enjeu des nouvelles molécules, ça c'est vrai, mais il y a aussi un vrai enjeu d'être bien testé, entre guillemets, d'être bien caractérisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment est-ce qu'on fait des tests, en fait, comment d'ailleurs, et en gros, pourquoi parfois c'est un petit peu long et qu'est-ce que vous en attendez? Alors, c'est extrêmement important de bien caractériser le cancer du poumon parce que, comme je vous l'ai dit, ça devient de plus en plus détaillé. Il y a plein de choses que nous, médecins, nous regardons pour bien donner le bon traitement aux patients. Et les prélèvements sont extrêmement importants pour bien caractériser tout cela. Il y a 2 types de prélèvements. Le prélèvement, on va dire, le plus important, c'est le prélèvement tissulaire, la biopsie de la tumeur ou de la métastase, qui nous permet de caractériser le type de cellules cancéreuses. Et sur ce prélèvement tissulaire de biopsie, on regarde également plein d'autres choses. Toutes les voies d'addiction, d'autres marqueurs qui nous servent également pour l'immunothérapie. Et ce prélèvement tissulaire est fondamental. Il y a du délai toujours avant la réponse, puisque ces prélèvements cheminent vers des plateformes de biologie moléculaire. Et sur ces plateformes-là, des machines très perfectionnées vont permettre de regarder de façon extrêmement précise tous ces critères moléculaires de la tumeur. Donc, il faut toujours un certain délai de techniquage, d'analyse par le médecin biologiste et qui va nous répondre ensuite au bout d'un certain temps selon les centres et selon la qualité aussi du prélèvement. Ça, c'est le premier type de prélèvement. Et le deuxième type, c'est des prélèvements sanguins. La technologie avance à grands pas et ça aussi c'est absolument porteur d'espoir parce qu'on arrive à trouver dans le sang désormais des choses que l'on peut retrouver dans le tissu. C'est-à-dire qu'il y a des anomalies moléculaires qui peuvent être retrouvées sur une prise de sang avec notamment l'ADN tumoral qui circule. La tumeur relargue de l'ADN dans le sang et en prenant le sang, dans certaines situations, on arrive à retrouver cet ADN tumoral qui circule dans notre sang et en prenant l'ADN, de rechercher ces anomalies moléculaires dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a des mutations du cancer du poumon qu'on arrive à retrouver dans le sang au même titre que dans le tissu. Donc parfois, lorsqu'on n'arrive pas à intercepter le tissu de façon facile et des études sont de plus en plus nombreuses pour qui nous démontrent que le sang peut faire peut-être, alors je ne veux pas dire aussi bien, mais va venir compléter le tissu. Donc ne soyez pas surpris si les médecins vous proposent à la fois des biopsies tissulaires, biopsie de poumon, biopsie de ganglion, biopsie du foie, biopsie d'une partie de la maladie, d'un endroit de la maladie, mais aussi des prises de sang très particulières qui vont partir sur les plateformes de biologie moléculaire et qui vont nous permettre aussi de déterminer des choses dans le sang, par le sang. Donc ça, très souvent, on fait les deux. On fait au début de la maladie et puis on le fait aussi parfois lorsque la maladie nous résiste et que la maladie évolue, on va rechercher des mécanismes dits de résistance au traitement et ce qui va nous permettre de réadapter le traitement par rapport à certains possibles mécanismes de résistance qui se sont développés dans le cours de la maladie et ça nous permet ensuite d'adapter le traitement. Ça, c'est surtout pour les patients porteurs d'anomalies moléculaires.
les mécanismes de résistance. Voilà. Donc, à plusieurs moments de la maladie, on peut vous demander de refaire des prélèvements, que ce soit tissulaires ou sanguins. Voilà. Merci beaucoup. Alors, docteur de Croisette, on a 2 questions. Une sur vos coups de cœur, coups de gueule. Donc, vous avez évoqué notamment les molécules RET qui n'avaient pas été remboursées. Alors, Séverine nous demande, est-ce qu'on a quand même la possibilité de les avoir en essai clinique? Et la deuxième question qui vient de Marie-Vonne est plus sur le pendant dépistage. Est-ce qu'on peut détecter un cancer du poumon par un scanner? Alors, pour la première question, oui, les molécules qui ne sont pas remboursées sont disponibles dans des essais cliniques s'ils sont encore ouverts. Donc, ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essai recrute encore des malades. On peut encore proposer des malades dans certains essais. Comme ça évolue extrêmement vite, il y a des essais qui ferment au moment où on propose le malade. Si on est déjà fermé, on n'a pas l'info. Et au final, il faut vraiment que le médecin et ça évolue à une vitesse folle, hein, c'est-à-dire que l'essai peut être ouvert la semaine dernière et puis aujourd'hui, cette semaine, je vais vouloir envoyer un de mes malades et en fait, l'essai est fermé. Donc, en fait, parce qu'ils ont déjà fini de recruter le nombre de malades. Mais il y a des essais cliniques, quelle que soit la voie d'addiction, qui sont encore en cours. Et selon l'endroit où vous habitez, il faut effectivement se renseigner sur les centres où les essais sont ouverts. Mais ça, le médecin qui vous prend en charge a les contacts pour pouvoir savoir si les essais sont encore ouverts aux inclusions, qu'on puisse adresser nos malades. Voilà. Donc la réponse est oui. Dans les essais cliniques, on peut faire bénéficier de ces nouveaux traitements aux patients selon comment est fait l'essai clinique. Hein. Vous savez, parfois, il y a un tirage au sort au début. Vous avez soit le traitement de référence, enfin, actuellement utilisé, soit la thérapie en cours d'évaluation. Voilà. Donc oui, il y a encore des essais selon la voie d'addiction. Et puis pour la deuxième question, c'était le dépistage, Oriane, c'était ça sur… Est-ce qu'un scanner permet de dépister un cancer du poumon? Oui, l'examen de référence pour le dépistage est le scanner, pas la radio pulmonaire. Hein, d'accord? La radio pulmonaire n'est pas un bon examen de dépistage. Si on doit vous dépister le cancer du poumon, et les études l'ont démontré, et notamment l'étude NSLT américaine, ils ont fait radio versus scanner, c'est scanner qui fait bien mieux. Donc aujourd'hui, tous les programmes de dépistage, toutes les initiatives reposent sur le scanner. Et scanner, pas injecté, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vous injecter, après, normalement pas injecté, mais selon les initiatives, je me méfie parce que parfois ils veulent en profiter aussi pour regarder d'autres choses. Il y a certaines structures anatomiques qui sont mieux vues avec une injection d'iode, hein, mais normalement, un scanner non injecté d'iode nous permet déjà de très bien voir le poumon et notamment les nodules. Merci beaucoup. Alors, on va devoir avancer. Et alors, docteur de Croisette, vous nous avez parlé du changement de figure de profil de cancer du poumon, de long répondeur. Et justement, ce soir, ce qui nous a paru intéressant, c'est d'avoir Mika, parce que Mika, il est dans cette configuration, il va nous parler de son histoire et justement toutes les questions qui ont émergé autour du travail, de la gestion au quotidien, etc. Et avec la mise en place justement d'un outil d'éducation thérapeutique. Donc, Mika, on va te mettre en grand. Bonsoir, Mika, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Mika, j'ai 45 ans. Alors, j'ai été diagnostiqué, moi, c'était en mai 2019, d'un cancer du poumon non à petites cellules, donc métastatique. Donc, c'est un adénocarcinome de 12 cm. J'avais une dizaine de nodules centimétriques dans les 2 poumons, des lésions hépatiques, lésions surrénaliennes et de nombreuses lésions osseuses. J'avais une paralysie d'un bras, d'ailleurs, et une fracture du bassin. Alors, j'étais hospitalisé 1 mois et demi pour dénutrition sévère. J'avais perdu 20 kilos. Et il y a eu une mise en place des soins de confort.
Alors, j'ai eu l'immense chance de pouvoir bénéficier de voir un tabacologue, médecin de la douleur, psy, hypnothérapeute, diététicienne, kiné. Et ces soins de support, ils ont été essentiels pour moi en début de parcours parce qu'ils m'ont rendu acteur de ma propre prise en charge. En fait, je me suis rendu compte que j'avais également moi-même un rôle à jouer dans ma santé. Alors, j'étais fumeur et j'ai également été diagnostiqué en parallèle du cancer d'une BPCO sévère, donc qui était liée au tabac. Alors, la BPCO, ça crée une désaturation à l'effort, un essoufflement lorsque je monte des marches d'escalier ou je marche un peu rapidement. Donc, il y a une prise en charge qui est faite grâce à un bronchodilatateur quotidien, mais essentiellement de l'activité physique tous les jours. Alors, dans mon esprit, au tout début, cancer est égal à chimiothérapie, perte de cheveux, nausées, c'est ce que j'avais entendu sur le cancer. Et ma pneumologue, à la suite des résultats de ma biopsie, m'a annoncé que j'avais une protéine PDL1 qui était hautement exprimée et que je pouvais bénéficier d'une immunothérapie de première ligne, donc en monothérapie seule, et de 30 séances de radiothérapie osseuse. Alors, je n'avais jamais entendu parler de ce traitement d'immunothérapie. Donc, c'est une perfusion de 30 minutes toutes les 3 semaines en hôpital de jour. Et comme je tolère bien ce traitement, maintenant, c'est toutes les 6 semaines à double dose et maintenant depuis 3 ans et demi. Alors, j'ai l'énorme chance d'être un très bon répondeur à l'immunothérapie. Alors, j'ai eu dès le départ assez rapidement une forte diminution et voire la disparition de certaines lésions. Et ensuite, il y a une stabilité qui s'est installée depuis maintenant 2-3 ans. Et ça m'a permis de reprendre une vie complètement normale. Alors, j'ai repris mon poids de forme. Mes os ont recréé de la condensation osseuse et mes prises de sang sont absolument nickel. Alors, en effet, au niveau des effets indésirables, j'ai quand même eu 2 pneumopathies qui sont intervenues plutôt en tout début de parcours, c'est des inflammations au niveau pulmonaire. Et j'ai également eu du prurite, c'est un genre d'eczéma, une peau très sèche qui gratte énormément. Alors, j'ai personnellement tardé, on va dire, à prévenir mon équipe médicale, parce que je n'avais pas forcément fait le lien avec l'immunothérapie. Et ça a été compliqué d'être pris en charge parce que finalement, ça s'est répandu sur tout mon corps. Donc, c'est traité par une pommade à la cortisone et l'antihistaminique et j'aurais gagné énormément de temps si j'avais prévenu mon équipe médicale dès le départ. Alors, au bout de plus d'1 an de traitement, je pensais être à peu près tranquille avec les effets secondaires, mais pourtant, j'ai eu l'apparition de douleurs musculaires et articulaires, une augmentation de ma fatigue. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'avec l'immunothérapie, les effets secondaires peuvent vraiment intervenir à n'importe quel moment. Même une fois qu'on a arrêté le traitement, il y a encore des effets qui peuvent intervenir. Donc, alors, personnellement, moi, j'ai complètement modifié mon hygiène de vie. Donc, à l'annonce du diagnostic, j'ai immédiatement arrêté le tabac, donc à l'aide d'une tabacologue et de patchs. Alors, je sais à quel point c'est difficile d'arrêter de fumer. Moi, j'avais la chance d'être hospitalisé, puis j'étais cloué au lit à ce moment-là, donc je n'ai pas eu le choix. Mon sevrage, il s'est fait naturellement. Mais je sais que certains, ils galèrent à arrêter de fumer, qui culpabilisent en plus. Et je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter d'en parler à son équipe médicale ou à son médecin généraliste. Alors, au bout de quelques mois après ma sortie de l'hôpital, après ma radiothérapie osseuse, je me suis remis à faire de l'activité physique tous les jours. Alors, essentiellement de la marche. Alors, j'ai commencé par faire 200-300 mètres. Au début, j'allais au bout de la rue. Puis, j'ai augmenté au fur et à mesure. Puis, maintenant, j'essaye de faire mes 10 000 pas par jour. Alors, cette activité physique régulière, elle est juste indispensable pour moi parce que c'est le seul moyen pour moi d'éviter l'aggravation de ma BPCO. C'est le seul moyen de la contenir et de limiter sa progression. Alors, je fais également tous les jours des exercices de respiration, de cohérence cardiaque qui sont très efficaces. Et j'ai également radicalement modifié mon alimentation. Alors, au début, j'expérimentais. Alors, par rapport à ce que j'entendais, j'ai fait de l'alimentation cétogène, puis après végétarienne. Puis, en fait, je me suis rendu compte que celle qui me convenait le plus, et j'ai trouvé mon équilibre, c'est à travers une alimentation méditerranéenne. Simplement des produits frais. Je mange absolument de tout. J'ai juste arrêté les produits transformés, tout ce qui était soda ou produits trop sucrés. Alors, en ce qui concerne mon implication au sein de mon réseau cancer du poumon, j'ai découvert cette plateforme quelques mois après l'annonce de mon diagnostic, alors complètement par hasard, en naviguant sur Internet. Alors, c'était une période de début où je cherchais beaucoup d'informations. Je voulais rencontrer des frères et des sœurs de combat, des personnes qui avaient le même traitement que moi pour pouvoir avoir un partage d'expérience. Alors, j'y ai trouvé des informations fiables et surtout qui étaient vérifiées par des professionnels de santé. C'est vraiment ce qui m'a plu au départ. Alors, je m'y suis impliqué de plus en plus au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, je suis co-responsable donc, avec Leslie, donc de mon réseau cancer du poumon. Alors, je participe à la vie du réseau, notamment en modérant le réseau aidant, puisqu'il y a une plateforme aidant et une plateforme patient. Alors, je fais partie du groupe Accès Précoce et Contribution, donc afin d'essayer justement d'améliorer l'accès à ces nouveaux traitements innovants pour les patients en France. Alors, je participe également à des congrès pour essayer de faire connaître un peu plus nos réseaux. Alors, je compte passer l'année prochaine le diplôme universitaire de patient expert en éducation thérapeutique. Actuellement, je suis en formation de conseiller en nutrition et phytothérapie. J'ai également co-construit un groupe de parole réseau social, donc cancer immunothérapie.
pour tout type de cancer. Et cette dernière année, j'ai participé particulièrement à la construction du projet de jeu éducatif Mon Immunopoumon, donc en travaillant sur les contenus et en essayant de partager essentiellement mon expérience avec ce traitement d'immunothérapie que je reçois maintenant depuis 3 ans et demi, surtout en espérant que ça soit très utile à tous les utilisateurs. Merci beaucoup, Mika, pour ce témoignage. Et en fait, moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'entre le début de ce diagnostic et une situation qui était quand même très complexe, grâce à l'accès à ces nouveaux traitements et à tout ce que tu as mis en place et l'accompagnement de ton équipe, eh ben, nous, on est ravis de pouvoir travailler au quotidien avec toi. Et du coup, c'est l'occasion de vous parler de ce projet, donc Mon Immuno. En 2 mots, je voulais moi rappeler un petit peu le contexte de cette idée. L'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui est assez formidable, qui est proposé dans certains centres de soins et qui consiste à organiser généralement des ateliers ou des rencontres dans lesquelles des professionnels vont pouvoir accueillir des patients et leur expliquer un certain nombre de choses. Et il y a quelques années, avec Leslie, donc, qui est aussi très impliquée sur ces sujets, on avait participé à travailler sur le premier programme d'éducation thérapeutique sur l'immunothérapie. Et puis, comme vous le savez, on a traversé une période très particulière avec l'épidémie de la Covid, et avec beaucoup de choses qui se sont fermées, et notamment, la plupart de ces programmes ont dû être suspendus, en tout cas dans leur accueil physique, et ça a mis un petit peu de temps avant qu'ils puissent éventuellement être proposés à distance. Et ce qu'on a observé donc sur mon réseau cancer du poumon et qui était donc complété par l'expérience notamment que Mika pouvait avoir sur les réseaux sociaux ouverts et d'autres groupes, c'est que finalement, il y avait beaucoup de patients qui n'accédaient pas en fait suffisamment à de l'information sur leur immunothérapie. Et quand on avait fait des échanges avec des patients, on fait souvent des cafés en ligne, des choses comme ça, on s'était rendu compte que beaucoup de patients savaient pas trop en fait ce que c'était l'immunothérapie. On arrive au moment du diagnostic, mais sans avoir en fait cette image de référence de comment ça marche, comme ce qu'on peut avoir avec la chimio par exemple. Et donc cette idée de proposer quelque chose qui est complètement finalement en regard avec l'ADN de notre association qui est digitale, donc on peut s'inscrire de n'importe où en France et d'ailleurs c'est juste francophone, donc c'est ouvert à tous les francophones. C'était de finalement proposer quelque chose qui soit très qualitatif et qui permette de… Ce que soulignait Mika, c'est que cette immunothérapie, elle peut être prescrite juste, très vite, dès le diagnostic. Donc, à une période où on est quand même souvent ébranlé et que c'est un peu compliqué de s'y retrouver pour tout bien comprendre. Et donc, c'est un projet éducationnel. C'est une plateforme ça s'appelle le digital learning. Donc, on va se connecter pour apprendre des choses, mais c'est à travers un jeu qu'on appelle un serious game. Et donc, pour le construire, on a travaillé bien avec vous tous. Alors, autour de la table ce soir, on a donc 3 représentants formidables. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on s'est appuyé sur les besoins des patients, mais aussi sur les besoins des soignants. Donc, je vais pouvoir passer la parole de nouveau au docteur de Croisette et à Ludovic Chenet qui nous a rejoint et qui, lui, est infirmier de coordination et d'annonce à l'hôpital Tenon. Donc, c'est un des hôpitaux de l'AP-HP à Paris. À partir finalement de ces besoins des uns et des autres, on a construit, avec l'aide de Michel Laurent, qui est ingénieur en éducation thérapeutique, toute une architecture en fait de qu'est-ce qu'on voudrait que les gens apprennent, mais aussi comment, à travers quel type d'activité, avec quels objectifs. Et on a travaillé avec une start-up du digital learning qui est bien française, même si tout ça a l'air un peu anglophone dans les mots. C'est une jeune entreprise donc de la région de Tours, qui s'appelle My Serious Game. Et donc, on a, pendant de nombreux mois, beaucoup travaillé tous ensemble pour produire ce jeu. Donc, on va vous présenter tout à l'heure la vidéo, mais ce que j'aurais voulu vous proposer, peut-être à tous les 3, c'est de nous dire finalement, dans un premier temps, justement, quels sont les besoins essentiels que vous avez pu exprimer, donc du côté soignant, docteur de Croisette, et après Ludovic, du côté infirmier, quels sont les besoins à votre niveau d'information au quotidien pour les patients?
Alors, moi, je suis très favorable à toutes ces initiatives qui permettent aux patients de compléter et d'enrichir les informations qu'on leur donne, nous, soignants. On le sait, enfin, vous le savez tous, hein, c'est vrai que le temps imparti à la consultation médicale est extrêmement court, toujours trop court. Pas assez de... Je pense que on est tous un peu tous frustrés, hein, que ce soit côté patient et côté soignant, du temps qu'on a pour les consultations d'annonces, pour les consultations explicatives, etc. Donc, tout ce qui peut enrichir la connaissance du patient dans le traitement, pour moi, est fondamental. Donc, le Serious Game, je trouvais ça génial parce que c'est à la fois il y a un côté ludique, vous cheminez dans le parcours, parce que chaque patient a ses besoins. Moi, j'ai besoin de savoir les effets secondaires. Ben non, moi, j'ai bien compris. J'ai plutôt envie de savoir comment ça va se passer en pratique, le parcours de soins. Le Serious Game, il permet à chacun de cheminer là où il a envie de cheminer. Et puis, le contenu est validé. Bien sûr, on a été tous, il y a eu plusieurs médecins, il y a eu des infirmiers, il y a eu, en fait, ça a été vraiment une équipe pour construire et pour valider le contenu de cet outil. Donc, ce qui est dans cet outil, sachez-le, il a été lu et relu par plusieurs professionnels de santé et nous avons validé ce qui est écrit, tout en... Bien sûr, hein, on peut pas tout écrire dans le détail, mais en tout cas, l'essentiel, vraiment, l'essentiel est là, avec des mots simples, compréhensibles de tous. Et ça, je crois que c'est très important et que le patient puisse être acteur de son traitement encore mieux. Voilà. Et ça complète un peu ce que nous, soignants, nous essayons d'apporter aux patients, que ce soit côté voilà, médical, paramédical. Et vous verrez, il faut tester, il faut rentrer dans le jeu et cheminer et voir si voilà, ça répond à une certaine attente, à certains questionnements surtout que vous pouvez avoir en tant que patient ou aidant sur ce parcours de soins. Donc oui, à ce genre d'initiative, et encore mieux quand c'est sous cette forme, une forme un peu ludique, pas chiante, entre guillemets. Vous verrez, c'est très coloré et j'ai trouvé ça super joli. Je suis très contente d'avoir participé à ça parce qu'il faut en faire la publicité largement et pour qu'on puisse, qu'un maximum de patients puissent l'utiliser ou des aidants. Hein, et peut-être que certains patients vont dire que voilà, c'est pas génial, voilà. Mais en tout cas, je pense que ça va répondre à certaines attentes. Je ne sais pas, Ludovic, je te laisse compléter. Bonsoir à toutes et tous. Je suis d'abord désolé de mon retard pour vous rejoindre. Mais oui, concrètement, sur ce Serious Game, mon immuno, qui était à la base, pour moi, ce que j'ai vraiment retrouvé, c'est de construire du commun. C'est construire du commun autour de la maladie, autour de la connaissance sur ses effets. C'est ce qu'on fait au quotidien à l'hôpital, dans nos consultations, dans le temps qu'on a entre soignants et patients, c'est connaître ces nouveaux traitements, leurs effets, même si on a maintenant quelques années de recul dans le poumon, sur l'immuno, mais on en apprend tous les jours, et moi j'en apprends tous les jours avec les patients. Et autour de ce Serious Game, c'est un peu la même chose qu'on a construit, selon moi, c'est créer du commun pour connaître mieux la maladie, se donner des informations pour s'alerter soi-même, alerter les soignants qui nous entourent. Et ce qui est bien, selon moi, dans cette application, c'est aussi qu'il n'y a pas que l'hôpital, il n'y a pas que la maison, il y a aussi le laboratoire, il y a aussi, voilà, la vie, elle n'est pas centrée sur l'hôpital, elle n'est pas centrée dans une chambre, elle est dans plein de choses du quotidien. Et ça, j'ai trouvé ça très pertinent et très adapté pour ce qu'est la réalité de l'accompagnement pour nous dans l'immunothérapie. On manque d'outils en tant que soignant, en tant qu'infirmier, d'annonces, de cordeaux. On a des tas d'outils sur la chimiothérapie, la radiothérapie, des brochures de l'Institut national du cancer. Sur l'immunothérapie, sur les combos chimio-immuno, on manque encore de matériel. On a beaucoup de questions lors des consultations et encore plus une fois qu'on n'est plus en lien entre soignants, patients au moment de la consultation. Donc, à la maison, c'est
extrêmement pratique, je pense, d'avoir un outil en plus pour répondre à ses proches, répondre aux aidants, préparer sa consultation. Bref, pour moi, j'ai vraiment été ravi de participer à cette aventure. Merci beaucoup, Ludovic. Et du coup, Michael, toi, du côté patient, tu vois, de tout ce que tu entends aussi des besoins des patients, puisque tu as mis aussi beaucoup de cœur et d'expérience à la tienne, et puis en rapportant celle des focus group aussi avec de nombreux patients qui ont partagé leurs questionnements et leurs besoins aussi. Oui, c'est vrai qu'on se rendait compte quand il y avait beaucoup de questions sur nos réseaux de la part des patients, et quand on les référait à des textes plus ou moins scientifiques, c'est vrai que c'est vite barbant, ou en fait on peut vite s'y perdre. Et le but, c'était vraiment de réussir à vulgariser l'information et de l'avoir de la même manière qu'on aurait aimé nous avoir quand on était diagnostiqué au tout début ces informations sur l'immunothérapie. Donc le but, c'est d'essayer surtout de faire passer des messages clés, des choses simples, et on va dire accessible, parce que comme le disait Ludovic, en fait, on est seul à la maison la plupart du temps, et c'est là où on a nos différents effets secondaires qui interviennent, comme moi, par exemple, avec mon eczéma, je n'ai pas fait le lien, j'ai trop tardé, etc. Et effectivement, j'aurais pu, grâce à une application comme ça, me dire « Ah non, là, il faut que j'appelle quand même ». Et on remarque que la plupart des patients viennent sur les réseaux, ils n'osent pas forcément appeler leur équipe de soins. Soit ils ont peur de déranger, soit ils se disent « Bon, finalement, c'est rien, je vais attendre ». Et voilà, et donc du coup, le but, c'est vraiment de réussir à répondre à tous ces types de questions. Quelle est la différence entre l'immunothérapie et la chimiothérapie? Et c'est vrai que quand on a l'annonce, on a une consultation avec une infirmière d'annonce qui va nous expliquer un petit peu le traitement. Mais la plupart du temps, à ce moment-là, on est dans un état de choc. On ne retient pas forcément grand-chose. Et finalement, le but de cet outil, on va dire Mon Immuno, c'est qu'on peut, un mois plus tard ou à n'importe quel moment, y aller et aller chercher ces questions en fonction d'où on veut aller. On peut aller au pôle santé, on peut aller en hôpital de jour, on peut aller à la maison. Et le but, c'est vraiment d'essayer d'être assez complet et assez simple pour que ça soit vraiment accessible à tout le monde. Super, merci beaucoup. Alors, vous nous avez un peu mis l'eau à la bouche, on est très intéressés. On peut avoir une démo de cet outil? Alors, en fait, Mon Immuno a été lancé le 5 novembre dernier à la Cité de la Santé. Donc, c'était en plein dans les vacances. Donc, certains, on a été un petit groupe à pouvoir y aller sur place. Et du coup, donc vous avez le lien, je pense, dans le chat. Toutes les personnes qui sont intéressées peuvent donc maintenant utiliser Mon Immunopoumon. C'est donc accessible gratuitement, quel que soit le lieu de vie, quel que soit le centre de soins. N'hésitez pas effectivement à en parler avec votre équipe de soins. Nous, on va recevoir ces jours-ci, parce qu'il y avait un petit bug sur le QR code, donc on va avoir nos beaux flyers et nos affiches qui vont être distribués cette semaine. Donc, du coup, ça va permettre de le faire connaître un peu à tout le monde. Et puis, on va vous présenter une petite vidéo pour vous donner, qui dure pas longtemps du tout, je crois à peine 2 minutes, mais qui va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On a eu vraiment à cœur, effectivement, qu'on soit dans la vie, c'est-à-dire que on arrive dans une petite ville, et effectivement, on va pouvoir se déplacer dans 3 lieux et y avoir à la fois soit du contenu, soit des activités. Il y a des petites fiches aussi qu'on peut télécharger pour préparer ses consultations, des choses comme ça. Donc, Vous êtes soigné pour un cancer du poumon avec une immunothérapie? Accéder à des ressources fiables et utiles pour s'informer peut s'avérer compliqué? Pour vous accompagner, l'association Patients en Réseau et sa communauté Mon Réseau Cancer du Poumon ont développé Mon Immunopoumon en partenariat avec My Service Game. Retrouvez vos différents lieux de vie et de soins. Dans chacun d'eux, des informations, des animations et des activités vous seront proposées. L'objectif, trouver des informations fiables et utiles pour gagner en autonomie dans votre parcours d'immunothérapie. Venez à la rencontre d'une équipe soignante pluridisciplinaire qui répondra à toutes vos questions. Suivez Lisa, patiente partenaire dans l'ensemble du jeu, et retrouvez Andrea et Michel, des patients qui partageront avec vous interrogations et expériences. Affiches, activités, documents ou vidéos, naviguez parmi un panel d'activités pédagogiques variées pour vous informer sur ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre traitement. Pour aller plus loin,
des ressources sûres et un lexique complet pour vous accompagner tout au long de votre expérience. N'attendez plus, rejoignez Lisa, Andrea, Michel et les soignants sur Mon Immunopoumon en scannant le QR code ou en vous inscrivant sur tinyurl.com/monimmuno-poumon. Un projet réalisé avec le soutien institutionnel de MSD France, Bristol Myers Squibb, Roche et Sanofi. Voilà, donc cette petite présentation, voilà, je pense qu'on peut couper les slides là. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on va pouvoir, donc on a sur Mon Réseau Cancer du Poumon, il y a un groupe qui s'appelle les immunos, donc il y a plein de personnes qui reçoivent des immunos et on peut donc comme ça aussi échanger avec des personnes au-delà de l'activité. Et on organisera, voilà, d'ici quelques temps, je pense, un petit événement en ligne pour échanger entre les premières personnes qui auront utilisé le Serious Game. Donc, ça a été lancé le 5 novembre. Je crois on est entre 50 et 100 premiers utilisateurs, là. Donc, ça démarre. Mais petit à petit, ça devrait j'espère, apporter quelque chose pour tous ces patients, mais aussi tous les soignants. Donc, c'est l'occasion vraiment de remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet, tous les soignants qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur expertise justement pour valider ce projet. Et voilà, donc on espère qu'il plaira au plus grand nombre et on aura des bons échos à partager. Je ne sais pas s'il y a des questions alors sur mon immuno ou sur ces traitement ou sur autre chose, sur le reste de la conférence. N'hésitez pas avant qu'on arrive au terme de la réunion. Alors, moi déjà, je vais en profiter avec mon œil extérieur parce qu'on a parlé d'innovation, etc., en termes de traitement, en termes de dépistage. Là, c'est une équipe qui a innové en termes d'apprentissage et d'éducation pour les patients. Donc, vraiment, bravo à tous. J'ai été un peu naviguer, moi, sur mon immuno. Et vraiment, c'est un très bel outil, très didactique. Donc, vraiment, bravo. Vous savez que pour 10 mois santé, la simplification de la compréhension de la maladie est importante. Donc, voilà, je voulais vous féliciter tous. Docteur de Croisette, j'avais aussi une question pour vous. Mika a évoqué le fait qu'il avait arrêté de fumer au début de sa maladie. Et parfois, on a, lors de nos conférences où on rencontre des gens qui nous disent bah, « Moi, de toute façon, j'ai un cancer, est-ce que vraiment ça vaut le coup que j'arrête de fumer ?» On est au mois de novembre, mois dédié à la sensibilisation contre le cancer du poumon, à l'arrêt du tabac, etc. Est-ce que justement c'est un message qu'on aimerait passer, Laure et moi, l'intérêt d'arrêter de fumer, qu'on soit bien portant, qu'on soit malade, etc., qu'on soit en rémission, guéri, voilà. Absolument, c'est la base, hein. Il y a le traitement on parle du traitement du cancer du poumon, mais ce traitement du cancer du poumon comprend aussi l'aide qu'on doit apporter aux patients fumeurs pour les aider à arrêter de fumer. Il y a des patients qui nous disent bah, « c'est trop tard, docteur, regardez, je suis malade, je peux continuer à fumer un peu et tout ». Mais en fait, c'est jamais trop tard. C'est jamais, jamais trop tard. Et ça, sans rentrer dans le détail des études, des publications qui démontrent l'intérêt de l'arrêt du tabac, arrêter de fumer est bon pour la prise en charge du cancer du poumon, déjà quand on est malade. Donc, la consulte de sevrage tabagique, à mes yeux, doit faire partie de ce qu'on doit proposer du package initial, de la prise en charge initiale. Et rien que d'en parler, de dire, bon, vous avez fumé. Là, souvent, le patient, il nous demande, mais qu'est-ce que moi, je peux faire de mon côté, docteur? Est-ce que je dois changer ma façon de vivre? Est-ce que je dois changer mon alimentation? Est-ce que je dois changer ma façon de faire? Et Mika l'a très bien expliqué, c'est un séisme, la maladie. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, si vous voulez faire quelque chose pour le traitement, je vais vous demander d'aller voir ma collègue tabacologue
cancérologue ou l'infirmière de tabacologie et de cheminer dans ce parcours de sevrage tabagique. On va vous aider. Ça fait partie du traitement du cancer du poumon. Ça, c'est quand on tombe malade et qu'on se dit oui, il faut arrêter de fumer. Mais avant de tomber malade, on est dans le mois sans tabac. Il ne faut pas attendre d'être malade pour arrêter de fumer. Ça va être une... Comment dire, c'est... C'est peut-être bête de le dire comme ça en tant que médecin, mais j'arrête pas de le dire à mes patients bronchiteux chroniques, emphysémateux, asthmatiques, voilà. Arrêtez de fumer et je vais vous aider et on va tout faire pour vous aider à arrêter de fumer. Au-delà du spectre du cancer ou des autres maladies cardiaques, neurologiques qu'on peut avoir quand on fume, il faut absolument qu'on arrive à vivre sans tabac à un moment et qu'on soutienne toutes les initiatives aussi de sensibilisation. Et j'ai participé longtemps dans une vie antérieure parce que voilà, j'ai un diplôme de tabacologie et donc du coup, j'adorais aller dans les lycées, les collèges pour sensibiliser les plus jeunes. Et je crois que la prévention de la maladie, c'est hyper important. Et malheureusement, je trouve en tant que cancérologue, il n'y a pas assez de bruit et de buzz autour enfin, en tout cas, autour de ce sevrage tabagique avant de tomber malade. Voilà, j'adorerais qu'il y ait plus d'initiatives, plus de choses sur le terrain auprès de... Il y a des moments charniers, hein, l'adolescence, la grossesse. On avait fait un énorme travail où j'ai travaillé pendant 8 ans donc à Limoges et en fait au CHU, ça a été mon mémoire de DU de tabacologie. Donc c'est le sevrage des femmes enceintes parce que c'est un moment charnier de la vie. Quand on est enceinte, pour les femmes qui fument. Et avec ce qu'on vient de dire au début de la conférence, le cancer de la femme, qui est un peu différent, on va dire, et chez les non-fumeurs notamment, par l'exposition, une femme qui fume et qui tombe enceinte, je crois que c'est un moment important à ne pas rater, les 9 mois, et puis les plus jeunes, et puis les patients qui font un infarctus, voilà, en cardiologie, les patients qui font un AVC en neurologie. C'est des moments charniers à intercepter et je crois qu'il faut vraiment insister sur, bien sûr, ça va être une évidence de dire il faut arrêter de fumer pour un pneumologue, cancérologue, mais je crois que c'est important de lui redire et non, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Même quand on est en cours d'immuno, de chimio, etc. Ça, accrochez-vous à ça et effectivement, tenez le coup sur ce sevrage tabagique. Voilà. Alors, sachez, docteur, que cette semaine aussi, on va pouvoir proposer sur nos différents réseaux, parce qu'en fait, nous, on parle régulièrement d'arrêter de fumer à tous les malades, parce qu'en fait, la maladie aussi, ça peut être une étape, pas drôle du tout, mais on va dire un moment où on se pose la question d'arrêter. Et ça, quel que soit le type de cancer. Et c'est vrai que c'est intéressant d'arrêter, quel que soit le type de cancer aussi, parce que finalement, avec les traitements, avec ça a aussi des répercussions, même sur les chirurgies, mieux se remettre des traitements, enfin de tout ça, de tout ce qu'on vit. Donc ça peut être aussi un moment, donc c'est compliqué. Pardon. Oui, donc je rebondis sur un message là, qui a été envoyé sur le chat. Donc, que faire quand le médecin oncologue lui-même dit au patient que ça ne sert à rien d'arrêter de fumer parce que le cancer est trop avancé ou etc. C'est vrai que ça, c'est des situations et je l'ai entendu par des collègues en disant oui, mais pourquoi tu l'embêtes? Pourquoi ça sert à rien, etc. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, ça dépend. Alors, sans rentrer encore une fois dans les détails des études, il y a eu des études qui ont démontré qu'en cours de traitement anticancéreux, le fait d'arrêter de fumer améliorait la tolérance des traitements. Ça a été démontré pas simplement dans le poumon. Et ma consoeur tabacologue à qui j'envoie mes patients me le dit toujours. Déjà, faire l'initiative de se dire il faut que j'essaye d'arrêter de fumer, c'est déjà un pas en avant. Alors souvent, ce que le médecin oncologue il veut dire quand il dit ça sert à rien ou quoi, c'est qu'il peut y avoir des situations extrêmement complexes, personnelles, psychologiques, familiales, qui font que
on n'a pas envie non plus de mettre trop de contraintes à notre malade dans une situation où c'est déjà très difficile pour lui de gérer tout ça en même temps. Donc, il y a une certaine compréhension, j'imagine, d'empathie, de vouloir pas trop embêter le malade de la part du médecin qui va dire « Oh, bon, bah, c'est pas grave, etc. » Et je le comprends, hein. Je le comprends, il y a des situations où moi-même, j'ai été amenée à dire et à penser, bon, n'en parlons, enfin, on va pas l'embêter trop avec ça parce qu'on sent bien que c'est de la souffrance déjà pour lui que de se dire qu'il n'arrive pas à arrêter de fumer dans la situation qu'il est en train de vivre. Et du coup, j'insiste pas trop et je peux comprendre certaines situations complexes où, voilà. Donc, c'est pour ça que chaque patient est vraiment différent. Chaque circonstance est différente. Et effectivement, vous avez pu rencontrer ce type de discours chez certains de mes confrères parce que la situation se prêtait pas à être trop insistant sur ce point-là. Mais en tout cas, voilà. Quand on fait le diagnostic de cancer, quel qu'il soit, hein, le sein, le poumon, etc., et chez un fumeur, je crois que c'est important de l'aborder quand même, ce tabac. Et de dire, bon, est-ce que vous en êtes où? Est-ce que vous voulez que je vous aide? Est-ce que je peux vous envoyer voir un de mes collègues déjà, est-ce que vous avez envie de ça? Voilà. Merci. Et on tend la main. Voilà, tendre la main, et après, le patient va la prendre ou pas. Voilà. C'est vraiment un super message pour ce mois de novembre, qui est effectivement là aussi une occasion un peu sociétale d'en parler et de s'entraider avec vous, les professionnels, de s'entraider aussi dans les groupes des personnes qui sont dans ce cheminement sur nos réseaux, etc. Moi, je voulais peut-être aussi vous demander, Ludovic, peut-être vous, en tant qu'infirmier, au quotidien, donc dans l'annonce, dans l'accompagnement des patients, voilà, quels sont vos messages clés de ce mois de novembre, ou quelles sont voilà, les informations que vous avez envie de nous dire ce soir. Moi, et je voulais aussi souligner et vous remercier pour tout ce que vous faites, vous les infirmiers, pour les patients, parce que vous passez beaucoup de temps. C'est difficile en ce moment, vous êtes parfois pas assez nombreux, donc on sent que c'est pas toujours évident au quotidien, mais vous êtes tous super précieux. Donc voilà, on vous encourage à continuer, puis à faire plein de vocations pour que des gens viennent vous rejoindre. Donc on vous écoute pour vos messages. Ah, merci beaucoup tout d'abord. C'est vrai qu'il y a des choses difficiles, mais on est au front malgré tout pour être là auprès des patients, pour être là au sein des équipes, pour porter effectivement des messages, notamment dans ce mois. Et moi, le message vraiment que je veux faire passer, c'est qu'on n'est jamais coupable d'être malade. Et je pense que dans le cancer du poumon, c'est un message que j'ai vraiment envie de porter, on n'est pas coupable, on n'a pas à porter la culpabilité en plus de la maladie. Le tabac, l'addiction au tabac, c'est quelque chose de très difficile, mais pour se battre contre le tabac, pour se battre contre la maladie, c'est pas des combats solitaires. Il y a des équipes autour de vous, il y a plein de professionnels à solliciter, à saisir. Ce ne sera peut-être pas au moment du diagnostic, ce ne sera peut-être pas au moment des premières consultations, mais au moment où ce sera le bon moment pour vous, il ne faudra pas hésiter aussi à nous solliciter, à nous tirer par la manche pour venir nous dire, bon, là, c'est le bon moment, je suis prêt à arrêter de fumer. Là, vraiment, je sens que je suis prêt à voir la psychologue. Là, je suis d'accord pour rencontrer la diététicienne. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un parcours où on va cocher toutes les cases. Le bon moment, ce sera le vôtre. N'hésitez pas à parler de vos doutes, de vos questionnements, de vos freins. On n'est pas là pour vous juger. On n'est pas là pour dire comment être un bon ou un mauvais patient. Nous, on est là pour vous accompagner dans vos réalités, dans vos conditions du quotidien que nous ne connaissons pas. Donc, n'hésitez pas à nous en parler, à communiquer tout ce que vous avez besoin de dire avec nous pour qu'on se comprenne et qu'on construise ensemble le chemin qui sera le plus facile dans ces épreuves. Merci beaucoup, Ludovic. Et alors, Mika, en tant que patient, alors déjà, waouh pour tous les projets que tu es en train de mener, que tu as déjà menés, que tu as pour le futur, les diplômes, etc. Quel est, en tant que patient, ou ton message
dans ce mois de sensibilisation au cancer du poumon? Bah déjà, par rapport au tabac, le seul truc que je peux dire, c'est ça vaut le coup d'arrêter. Vraiment, moi, ça fait 3 ans et demi que j'ai arrêté. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu galère. Grâce à un tabacologue, franchement, ça m'a super aidé. Et c'est surtout que il n'y a pas que le cancer, il y a la BPCO, l'emphysème et tout ce qui accompagne, on va dire, le tabac. Et actuellement, je suis plus embêté par ma BPCO et mon emphysème que par le cancer. Et donc, le fait d'avoir arrêté, ça m'offre une qualité de vie, mais qui est vraiment largement supérieure. Donc, ça, j'ai eu tout bénéf vraiment arrêté. Alors, même si c'est compliqué, mais par l'aide d'un tabacologue, franchement, je fumais 2 à 3 paquets par jour pendant 30 ans. Tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut réussir. Et il faut y aller à son rythme. Il ne faut surtout pas culpabiliser, parce que je vois beaucoup de patients qui viennent, qui continuent à fumer, ils n'osent pas en parler, ils culpabilisent en disant j'ai un cancer du poumon et en plus je fume. Il ne faut surtout pas de culpabilité. Moi, le message clé, c'est surtout ça, aucune culpabilité. C'est une drogue, et c'est une drogue dure, et c'est très compliqué d'arrêter. Et donc, n'hésitez pas à en parler, et surtout pas de culpabilité de continuer à fumer pendant le cancer du poumon. Et le deuxième message aussi, c'est... Il n'y a pas de honte à se faire aider. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Ouais. Et également, restez pas seul, hein, rejoignez-nous sur les réseaux. Notre réseau, mon réseau cancer du poumon est gratuit. On est là et on accompagnera toutes les personnes. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre sur ces réseaux-là. Et je crois que le pire, c'est vraiment la solitude dans ces maladies-là. Merci beaucoup à tous. Alors, nous, avec Laure, on construit nos programmes aussi grâce à vos retours de questionnaires. Donc, quand on va fermer cette webconférence, vous allez tous recevoir un message automatique qui vous dit merci d'être venu, mais il y a un lien sur ce message. Et si vous pouviez remplir le questionnaire, à la fin, vous nous dites les thématiques que vous souhaitez voir abordées. Voilà, ça nous aide et surtout, ça vous est encore plus utile. Donc, nous, ça nous fait encore plus plaisir. Voilà. Merci à toutes et à tous. Alors, les participants d'être toujours là et les orateurs de toujours répondre, y compris Ludovic ce matin, au dernier moment, etc. Le docteur de Croisette, Mika, pour partager vos expériences personnelles, vos expériences en tant que soignant. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Laure? Écoutez, merci beaucoup. Moi, j'étais ravie aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine et pour la suite avec justement une webconférence qui a été demandée par les patients. Comment retrouver ou comment travailler pour mieux respirer, retrouver son souffle. Parce qu'en fait, on bavarde sur mon réseau cancer du poumon. En plus, on marche beaucoup, notamment avec un challenge Kipling qui se termine dans 24 heures, 48 heures. Donc, on a d'ailleurs des patients incroyables qui galopent devant, qui font des performances extraordinaires. Il y a d'autres personnes qui sont en plein traitement, qui font des petits pas, mais qui participent et qui progressent. En tout cas, on marche tous plus qu'au début du jeu. Et c'est juste pour dire que cette notion de souffle, c'est complexe. Et on s'est dit que ça pouvait être vraiment très intéressant d'avoir des réponses. Donc, à la fois d'une personne qui est spécialisée en réhabilitation, donc qui va pouvoir nous donner des explications, des guides, donc un médecin pneumologue, et puis une kinésithérapeute qui là aussi va pouvoir nous éclairer sur son travail de kiné pour accompagner les personnes. Et puis on va proposer à des patients volontaires de venir peut-être partager leur questionnement ou leur expérience sur leurs problèmes de souffle, leurs solutions pour mieux respirer. Donc, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci à tous.